Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Dernière ligne droite pour convaincre encore les indécis à quelques jours du scrutin municipal prévu le 17 juillet prochain. Les candidats redoublent d'efforts dans toutes les régions du Togo pour convaincre les électeurs. Le Parti démocratique panafricain PDP entend obtenir au moins 40 conseillers municipaux. Pour ce faire, le parti est a engagé en tout cas ses candidats dans 32 communes. Au total, je reçois Innocent Kagbara, sénateur et président national du PDP. Sénateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. En tout cas, sur ce plateau, et vous êtes vous-même candidat, tête de liste dans la commune Agouigne V3. Quelles sont les nouvelles du terrain après plus d'une semaine d'activité? Bon, nous sommes convaincus que ces élections nous permettront de rentrer dans beaucoup de conseils municipaux et nous sommes candidats tête de liste à Agoué 3. C'est pour amener le monde à Agoué 3 et faire découvrir Agoué 3 au monde. En quoi ce scrutin est-il crucial? C'est crucial parce que c'est une démocratie à la base. Et ça se passe très bien. Au bout d'une semaine, nous avons fait beaucoup plus une campagne de proximité, des porte-à-porte, parce que ce que nos concitoyens nous reprochent, c'est essentiellement la proximité, la bonne gestion. Donc nous avons toujours été proches de la population et nous avons jugé de véritablement d'aller écouter les gens, de discuter avec eux, de rentrer dans les maisons. Et c'est ce que nous avons fait durant une semaine. Et aujourd'hui, nous avons fait une grosse caravane qui quitte Baguida, la commune de Golfe 6, qui passe par la commune de Golfe 3 et qui va aller chuter à Agoué 3 Vakosito. Donc nous serons là-bas aux environs de 15 heures. Pour que nous Deux communes que vous connaissez très bien. Oui, que nous connaissons très bien. C'est l'une des plus petites communes. Par exemple, quand vous prenez Agoué 3, c'est une petite commune de 5-6 cantons. Et vraiment, nous voulons transformer cette commune, cette petite commune, en une Nice, Nice du Togo. Une commune vraiment moderne, modèle, et pour que les autres puissent venir s'inspirer de comment nous allons le faire. Nous nous inquiétons même pas pour les ressources. Nous voulons avoir la commune pour montrer un peu notre savoir-faire parce que pour le moment, on ne nous a pas encore testés. Nous n'avons jamais, quoi qu'on dise, on n'a jamais été à la gouvernance. On n'a qu'à nous tester 6 ans pour voir la différence. Et quelle est la stratégie? Vous avez parlé de proximité et l'objectif pour le PDP, c'est de pouvoir au moins obtenir 40 conseillers municipaux. Vous le dites, c'est sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, oui, ce sont dans vos prévisions. Oui. La proximité, ça suffirait? Quelle est la stratégie véritable à déployer? Non, je crois que les gens connaissent déjà notre discours, notre idéologie. Le plus difficile a été construire un discours. C'est un discours du centre, c'est un discours de progressisme et c'est un discours basé sur le réalisme. Donc, beaucoup de gens connaissent le centre actuellement et nous sommes en train de créer le grand centre avec nos amis, par exemple, de Clé, de l'UFC. Donc, il serait bien de scruter, par exemple, quand vous prenez Togo d'abord, plus l'UFC, plus Clé, ça nous fait 108 listes sur l'ensemble du territoire. Nous avons un maillage du territoire et nous devenons ainsi donc peut-être le grand centre devient la première force politique de l'opposition. Maintenant, il serait intéressant de scruter les résultats. Nous, en ce qui nous concerne au PDP, nous avons présenté 24 listes au PDP et avec la coalition, nous avons fait 8 listes. Donc ça nous fait en tout 32 listes. Et nous espérons avoir une quarantaine de conseillers pour pouvoir gérer au moins une ou deux communes. Justement, vous avez décidé donc d'aller à ces élections au sein d'une coalition, mais pourquoi ce choix, Innocent Kagbara? Mais parce que c'est une élection de base, une élection... quand vous voyez un peu le mot de scrutin aussi, ça permet, avec le plus fort reste, d'avoir quand même assez de conseils. Donc nous avons décidé, par exemple, pour des communes rurales, d'aller séparément, mais en ville, où nous avions eu même des difficultés pour constituer les listes, nous avons décidé d'aller en coalition. Cette coalition s'appelle Togo d'abord, elle est constituée du PDP, elle est constituée du MRC, elle est constituée de la CPP et puis elle est constituée du MCD. Maintenant, à part ça, nous avons nos amis, nous constituons la même coalition au niveau du Sénat qui s'appelle la coalition des 5, donc qui fait l'UFC et Clé. Donc le tout forme le grand centre. Donc, et quel est le message derrière ce regroupement? Oui, le message, c'est l'alternance, mais à partir des votes. Nous devons faire l'alternance dans les communes d'abord, prévoir faire l'alternance après maintenant à l'Assemblée nationale dans la 5e République pour pouvoir assurer ce changement que les gens attendent et que nous devons faire tout pour concrétiser parce que les gens ont attendu pendant longtemps. Donc nous voulons commencer d'abord par les communes
Donc, je dis bien qu'il serait intéressant de scruter les résultats de l'ensemble des forces du centre. Ça veut dire que la coalition Togo d'abord, plus l'UFC est clé. Parce qu'ensemble, nous avons un groupe parlementaire au niveau du Sénat. Tout à fait. Justement, une semaine déjà que vous côtoyez les électeurs en misant sur la proximité. Selon vous, quelles sont les principales préoccupations des Togolais aujourd'hui, notamment dans cette campagne électorale? La cherté de la ville. Tout le monde en parle. La cherté de la ville. Vous savez, quand vous faites la gestion, vous faites la prospective, il faut scruter deux choses. Il faut le coût de l'électricité et le coût du transport. Quand les deux augmentent, tout augmente. Donc, il faut regarder de près ces deux facteurs pour ne pas exacerber. C'est la situation actuelle. Oui, c'est la situation actuelle. Donc, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut faire plus. Nos concitoyens nous reprochent la bonne gestion. Ils veulent que l'élite, la classe politique togolaise donne l'exemple à travers l'exemplarité et la bonne gestion. Et c'est ce que nous devons faire tout pour garantir à nos concitoyens. Nos concitoyens nous parlent d'un problème d'assainissement, nos problèmes d'emploi, l'inclusion financière des femmes dans les marchés, qu'il y a trop de taxes. Donc il faut regarder de près, il faut faire en sorte qu'on puisse augmenter l'assiette fiscale, mais faire en sorte que ça ne soit pas la même catégorie qui paye. Que ça ne soit pas la même catégorie qui paye. Et faire en sorte également que nous puissions retenir nos jeunes dans nos communes. Si c'est une commune rurale, les occuper à travers des activités champêtres, mais faire d'eux des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, parce que des fois, même quand ils se déplacent pour aller dans des villes, ils ne sont pas qualifiés pour occuper un certain nombre d'emplois. Donc, il faut repenser le développement. Il faut repenser, donc c'est une question de vision. Il faut repenser le développement. C'est pour ça que nous disons à nos concitoyens de nous tester, ne serait-ce que 6 ans. Dans 2-3 communes pour voir la différence. Les Togolais, dans les préoccupations, partagent ce souci de voir émerger une classe moyenne. Vous êtes d'avis, pensez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible. Tout est une question de vision et d'organisation. Le gros problème des pays africains, c'est une question d'organisation. C'est une question, on n'est pas sérieux. C'est essentiellement une question d'organisation et de bonne gestion. On n'a pas besoin, nous sommes de ceux qui pensent que même pour faire le budget, la loi de finances dans un certain nombre de pays africains, on n'a pas besoin de l'aide au développement. Ce que la diaspora envoie en Afrique dépasse l'aide au développement. Il faut paramétrer nos budgets en fonction de nos ressources. Faire des économies, mettre de bonnes personnes qu'il faut à la place qu'il faut et faire en sorte que quand les ressources sont collectées, que ça soit destiné à essentiellement des œuvres de développement. Pas de détournement de deniers publics. Et s'il y a détournement, il faut qu'on puisse punir les gens. C'est ça le gros problème de tous les pays africains. Et après, maintenant, une question d'organisation. Il faut organiser. Il y a beaucoup de secteurs, on a l'impression que ça bouge, mais quand vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a des goulots d'étranglement. Donc, il faut lever ces goulots d'étranglement. Pour vos questions, et à la fin, c'est une question de vision. Au Togo, sur lesquels il faut miser aujourd'hui, quels sont les secteurs porteurs de votre analyse aujourd'hui et sur lesquels il faut pouvoir miser? Il faut essentiellement aller vers l'inclusion financière des femmes, donner beaucoup plus du crédit, du mini-crédit aux femmes. On le fait suffisamment, mais il faut identifier ces femmes à qui nous pourrons donner du crédit pour faire d'elles de véritables vecteurs de développement. Il faut identifier également des jeunes, mais ça doit être sur les fonds publics. Ça doit être sur les fonds publics. C'est vrai qu'on, difficilement, quand vous dites ça, on dit non, il y a le FMI, il y a tout ça. Non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut nous-mêmes faire de la préférence nationale. Créer des niches pour que nous puissions enrichir nos concitoyens. Parce qu'il n'y a pas une classe moyenne. C'est la classe moyenne qui consomme. Si vous ne faites pas en sorte que vous ayez une classe moyenne, c'est une classe d'entrepreneurs, de tailleurs, de stylistes, mais pas les tailleurs comme on les connaît. De véritables stylistes, des gens qui vont à l'extérieur, qui vendent, des couturiers, des tailleurs, des artisans, mais des artisans fortunés, des entrepreneurs dans l'agro-pastoral au niveau, pour qu'on puisse maintenir nos jeunes dans nos localités, mais que nous puissions faire de ces jeunes des hommes d'affaires. Ça veut dire que s'il y a des engrais à distribuer, c'est à ces gens qu'il faut donner. Ça veut dire que s'il y a des récoltes à acheter chez eux, pour les enrichir, c'est vers ces gens-là. Il faut les organiser en coopérative. Donc, les jeunes, les femmes, faire en sorte que ça soit du financement public. Du financement public, parce que quand vous voyez ceux qui ont accès d'abord au crédit, ils ne sont pas nombreux, parce que les conditions pour avoir accès à ce crédit-là sont un peu difficiles pour nos concitoyens. Pour ceux qui initient des petites et moyennes entreprises, c'est très compliqué. Il faut la culture financière aussi. Il faut l'éducation financière. Parce que quelqu'un qui n'est pas éduqué financièrement confond sa poche à la poche de l'entreprise. Et après, il y a banqueroute.
Donc, il faut une éducation financière, faire en sorte que même si c'est des fonds publics qu'on mette à la disposition de la jeunesse, des femmes, investir dans les infrastructures, ça c'est la base, investir dans la santé et investir dans l'éducation. Quand vous faites ces trois, maintenant il faut donner de l'argent, il faut injecter de l'argent pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Parce que après tout, c'est une question de redistribution. Les enjeux pour vous sont-ils de taille face aux partis ayant la majorité à l'Assemblée nationale, mais surtout, est-ce que vous avez un écart à rattraper? Non, nous, notre meilleur allié, c'est le temps, nous l'avons souvent dit. Nous ne nous comparons à personne. Nous avons 32 listes sur l'ensemble du territoire. Nous continuons par faire un maillage du territoire. Notre objectif pour les prochaines municipales, avec la réforme constitutionnelle, c'est 2030, c'est avoir un maximum de députés avec les forces du centre, avec des groupes de blocs de l'opposition, pouvoir assurer l'alternance en 2030. Mais notre vision in fine, c'est 2050. En 2050, nous voulons construire un pays, justement, un pays qui nous rassemble. Est-ce que le PDP se distingue des autres partis politiques de par son programme et sa vision de développement? Non, c'est notre idéologie. C'est ce que nous appelons l'africatie. L'africatie. Ça veut dire qu'un parlement qui nous ressemble, des institutions qui nous ressemblent, appliquer la bonne gouvernance et commencer par punir ceux qui volent les deniers publics. C'est simple. Après, je vous ai parlé d'une question d'organisation, on n'est pas suffisamment organisé. Il faut qu'on puisse organiser, qu'on puisse digitaliser et qu'on puisse mettre l'argent public à la destination à travers des mécanismes de financement, FNFI. Il y en a beaucoup au Togo. Le Togo, quand même, est un modèle. Mais il faut injecter plus de sous. Et ça doit être du financement public. Parce que si vous voulez compter sur le financement décentralisé ou les banques, il y a beaucoup qui ne peuvent pas avoir accès parce que les conditions ne leur permettent pas. Donc, il faut trouver des mécanismes pour qu'il y ait de l'argent qui soit injecté. Parce que c'est une question aussi de redistribution, comme je l'ai dit. Donc, créer des champions locaux, des jeunes, des champions locaux, des femmes. Et faire en sorte que ça puisse profiter à tout le monde. Donc, les gens connaissent dorénavant notre idéologie. Et nous voulons les changements de constitution que nous observons. Il faut que les constitutions en Afrique ressemblent. Parce que ça commence par là-bas. Ça commence par la loi fondamentale. Il faut que ça nous ressemble. Et ça nous rassemble. Et faire en sorte que l'alternance, que nous puissions faire l'alternance sans qu'il y ait de chasse aux sorcières. Que nous puissions diriger le pays ensemble. Voilà un peu notre idéologie que les gens commencent par découvrir. Et comme je l'ai dit, 2030, c'est un autre challenge. C'est un autre challenge. Les résultats des élections de 2024, il faut les oublier. C'est 2030 qu'il faut regarder. Donc nous nous préparons véritablement avec un maillage du territoire pour 2030. Nous voulons d'abord faire un bon score pour les élections municipales, un maillage du territoire qui nous permette de pouvoir faire des coalitions pour pouvoir... 2030, ce sera le tour pour les législatives. Des législatives, parce que ces législatives nous permettent, avec la nouvelle constitution, de diriger le pays. Mais il faut qu'on aille en bloc. Pris individuellement, nous n'allons pas fait le poids en face de l'UNIR. Donc il faut qu'on aille en bloc. Nous, on a déjà trouvé un bloc au niveau du Sénat. On va ajouter quelques personnes pour que nous puissions être véritablement représentatifs. Nous sommes en train de construire notre discours, le discours du grand centre, avec une constitution qui nous ressemble, avec des institutions qui nous ressemblent, et faire en sorte qu'il y ait la bonne gouvernance, qu'on commence par punir ceux qui volent les deniers publics, que les deniers publics soient destinés aux infrastructures, au développement essentiellement, faire en sorte qu'il y ait des niches pour nous permettre d'enrichir nos jeunes, nos femmes et les garder sur le territoire et in fine en 2050 avoir un niveau de développement comparable aux pays de l'Asie pour que ce soit les autres qui viennent chercher du boulot chez nous. Innocent Kagbara, ces élections municipales marquent les premières de la 5e République. Selon vous, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est la démocratie à la base. Il faut que dans les communes, qu'il y ait assez de forces de l'opposition. Il faut qu'il y ait de la diversité. Parce que la diversité crée de la richesse au niveau de la commune. Parce que les débats au niveau du conseil municipal permettent d'avoir la bonne gouvernance. Et maintenant, il faut qu'il y ait des compétences. Ça, peut-être qu'on ne l'avait pas eu lors du premier mandat, mais il faut qu'il y ait des compétences qui aillent chercher de l'argent pour développer les communes. Et c'est ce que nous voulons faire, à travers des jumelages, à travers un financement sur le plan international. Et nous allons bousculer même à travers des sociétés qui sont sur la place pour faire un partenariat public-privé qui permet de... Le gouvernement n'avait-il pas assez financé le renforcement de capacités Nous trouvons que c'est faible. Renforcement de capacité au niveau de ceux qui vont travailler dans les communes, oui, ça a été fait. Il y a le FACT qui nous permet d'avoir également des financements, mais comme vous voyez, il faut faire mieux. Et puis, il y a aussi la formation. Et l'institution qui est chargée de cette formation est Habilita. Donc, on est sur ce plan quand même. Ça. Maintenant, c'est au niveau des ressources. Il faut qu'il y ait plus de ressources. Quand vous voyez les besoins de nos communes,
Il y a certaines communes, je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas citer. Quand vous voyez un peu l'UFAC, ce qu'ils prennent, ça ne peut pas suffire à pouvoir assurer l'ensemble des besoins, les infrastructures, payer les agents municipaux. C'est très difficile. Mais ça, c'était une expérience. On peut dire que c'était une expérimentation. Mais maintenant, nous allons rentrer de pied-pied. Donc, il faut qu'il y ait assez de diversité pour que les débats puissent permettre de pouvoir enrichir nos communes. Quelles sont, ou sinon, quelles seront vos priorités? Si le PDP, vous êtes élu dans différentes communes, notamment la commune à Guagnouvé 3, vous êtes vous-même tête de liste. Comment entendez-vous pouvoir promouvoir ce territoire? Nous allons transformer cette commune, nous allons faire de cette commune une commune moderne, une commune modèle. On va faire en sorte que cette commune puisse assurer l'attractivité de la capitale et faire découvrir cette commune. Donc, nos priorités, c'est essentiellement la proximité avec nos concitoyens, discuter avec eux. Deuxième chose, faire en sorte que nous puissions régler le problème d'assainissement. On a un problème d'assainissement dans la commune. Il faut régler le problème d'assainissement. Il faut régler le problème de sécurité à travers l'éclairage public. Pratiquement dans toutes les ruelles, il faut qu'on ait de l'éclairage public. Et maintenant, je vous ai dit, des projets qui permettent de pouvoir retenir nos jeunes dans la commune à travers de l'emploi, à travers un financement public, de pouvoir retenir nos femmes avec des marchés modernes. Des marchés modernes, ça a été fait dans d'autres pays, on peut le faire également ici. Des marchés véritablement modernes et faire en sorte même qu'il y ait des centres de loisirs, de distraction dans la commune pour maintenir nos jeunes dans notre commune. Le pays a vécu une crise sociale, économique, voire politique dernièrement. Quelle lecture avez-vous fait de ces événements, justement? Non, vous savez, les revendications peuvent être légitimes, mais maintenant, chacun a ses moyens d'action. Nous ne sommes pas pour la violence, nous ne pensons pas, nous pensons que c'est à travers les urnes que nous pouvons assurer l'alternance au pays. C'est ce que nous pensons. Maintenant, d'autres trouvent qu'il y a d'autres moyens, quitte à eux de pouvoir assumer leur stratégie. Mais nous pensons qu'avec le grand centre, que nous pouvons quand même parvenir à l'alternance, même si ça va prendre du temps. Et quelles sont vos pistes de solutions de sortie de crise immédiate et qui peut-être convergent avec votre projet de société? Oui, allons déjà aux élections pour voir comment nous pourrons gérer ensemble nos communes. Après, allons vers l'ouverture. Allons vers tout le monde parce que la 5e République, c'est une constitution basée sur l'ouverture, le dialogue. La politique doit être faite au niveau des états-majors de partis politiques. Donc, allons vers des discussions, comme je l'ai dit, pour construire un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble. Nous voulons un discours qui prône l'apaisement. Allons vers l'apaisement. Donc, nous n'allons pas dire non. Et vous avez vu que nous n'avons pas pris parti. Nous n'avons fait aucune déclaration. Donc, nous voulons véritablement aller vers l'apaisement. Et justement, contrairement à ce que les gens pensent, du silence? Contrairement à ce que... Oui, c'est un choix de sagesse. Nous observons. Parce que je vais vous expliquer simplement quelque chose. Si les gens pensent que nous, politiciens, nous n'avons pas assez d'armes pour combattre la majorité et qu'ils peuvent le faire... Pour dire clair, on pense peut-être aussi que l'opposition a échoué quelque part. Non, mais si l'opposition a échoué et que d'autres peuvent nous permettre d'avoir l'alternance, tant mieux pour eux. Mais nous n'allons ni les combattre, nous n'allons pas avoir un discours pour les combattre et nous n'aurons pas un discours également pour faire de la récupération comme certains savent le faire. Je ne vais pas citer de nom, vous savez de qui je parle. Comme certains savent le faire rapidement, il y a un mouvement des jeunes et puis vous les rencontrez pour faire de l'audimat. Non, nous n'allons pas faire ça. Nous observons, mais tout ce que nous disons, nous ne voulons pas la violence. Nous condamnons la violence d'où qu'elle vienne. Il faut qu'on aille vers la décrispation, il faut qu'on aille vers le dialogue et que nous puissions construire un pays où tout le monde est heureux. Un pays qui nous ressemble et je dis un pays également qui nous rassemble. C'est vrai que nous avons des divergences, nous avons des différences d'opinion, mais nous sommes tous Togolais et nous sommes condamnés, malheureusement. Nous sommes condamnés à vivre dans le même pays. Donc nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir de l'ouverture, que nous puissions discuter et que nous puissions trouver un minimum pour chacun, pour que chacun soit heureux. Parce que le bonheur, avant tout, doit être partagé. Pensez-vous que ces événements derniers puissent impacter le scrutin à venir? Parce que certains de vos collègues de l'opposition, si je peux le dire ainsi, entre autres l'ANC a dit ou DMP réclame ou sinon demande déjà un report de ce scrutin. Non, chacun a sa stratégie, mais pour nous, au PDP, nous participons. Et de manière objective, nous ne voyons techniquement pas un problème qui puisse nous permettre d'aller vers un report. Second paramètre, c'est que si nous n'allons pas aux élections, nous irons vers les délégations spéciales. On ira vers des délégations spéciales et ce n'est pas bien pour le pays. Ce n'est pas bien parce que les actes que nous allons poser au niveau des délégations spéciales, peut-être qu'on aurait un problème de légalité.
On a eu des délégations spéciales de par le passé. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, est-ce qu'il faut aller vers une délégation spéciale pendant 3-6 mois pour organiser les élections? Nous pensons qu'il faut qu'il puisse y avoir des élections pour que nous puissions avoir des communes qui puissent fonctionner pour rendre des services à nos concitoyens. Les déclarations de naissance. Il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce que techniquement, est-ce que objectivement, est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi on demande un report? Non. Bon, et puis nous, ce qui nous embête un peu, il faut qu'il y ait de la cohérence dans la stratégie. Ceux qui disent... De quel ordre? Non, ceux qui disent qu'ils ne participent pas, ils ne sont pas d'accord avec la 5e République, ils ne participent pas aux élections, ils sont plus ou moins cohérents. Maintenant, ceux qui disent qu'ils combattent la 5e République, alors qu'ils siègent à l'Assemblée nationale, d'autres ne siègent pas. Tout ce groupe-là, après qu'ils disent qu'il faut un report, alors qu'ils sont partis prendre le financement public, ils ont pris le financement public. Et c'est pour aller aux élections. Si vous ne voulez pas aller aux élections, soit vous ne devez pas faire acte de candidature, et ça c'est cohérent, ou soit vous ne devez pas prendre le financement. Mais arriver maintenant à une semaine et demander un report, objectivement, nous, personnellement, mais c'est leur stratégie, à eux de voir si ça peut les amener loin. Mais objectivement, nous n'allons condamner personne, mais nous disons que objectivement, ça manque de cohérence. Vous n'y voyez donc pas de logique? C'est pas logique. C'est pas, de vous à moi, c'est pas logique. Mais peut-être que ça fait partie de leur stratégie. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que quand vous êtes, vous ne pensez pas la même chose, il faut combattre, il faut envoyer des gens sur les réseaux sociaux. Nous ne faisons pas ça. Et la sagesse voudrait que si les gens disent que nous avons échoué, que nous puissions les laisser essayer pour voir que ce n'est pas facile. Même les politiciens togolais doivent être honorés, primés, avoir des prix même d'excellence. Parce que ceux qui vont essayer, c'est là où ils vont se rendre compte que ce que le politicien togolais... En tout cas, le PDP essaye toujours. Et comment votre parti, justement, envisage-t-il de maintenir la dynamique de l'engagement après le scrutin, quelle que soit l'issue? Nous sommes un homme plein d'espoir pour ce pays. Nous rêvons de faire de ce pays un grand pays. Il est déjà grand, mais nous allons l'amener à un niveau supérieur. Nous sommes un homme optimiste. Nous sommes un homme optimiste. Et c'est pour ça que nous demandons à nos concitoyens de nous faire confiance. Peu importe le résultat, nous allons toujours continuer. Et in fine, comme je vous ai dit, c'est 2050. 2050, peu importe celui qui va gérer le pays, nous ferons en sorte que les moyens de pression que nous aurons sur lui nous permettra d'avoir un pays qui nous ressemble, qui nous rassemble, où il y a le plein emploi, où nous construisons le rêve togolais. Peu importe celui qui dirige, nous lui mettrons tellement la pression que ce que nous voulons comme modèle de développement, nous l'aurons. Et nous n'aurons plus besoin, il n'y aura plus d'image des Africains ou des Togolais qui prennent des bateaux ou qui vont aller faire la plonge dans un nombre de pays. Non. C'est ça notre rêve ultime. C'est ça notre vision 2050 et que nous expliquons. Et ça sera à travers un nouveau livre que nous allons écrire qui est de la démocratie à l'africatie, que prochainement nous allons vous faire découvrir. Innocent Kagbara, sénateur, président national du PDP, le Parti démocratique panafricain. Vous convoitez donc 32 communes. C'est bien cela, oui, pour ces élections? 32 listes. 32 listes. Nous convoitons 40 sièges. 40 sièges. 40 élus, et pour diriger au moins une ou deux communes. Encore une fois, pourquoi les Togolais devraient-ils voter pour vous? Parce que nous sommes le parti de l'avenir. Nous avons un discours cohérent, un discours constant. Nous avons au moins un discours. Nous avons un discours, nous avons une idéologie qui est celle du centre. Nous voulons, à travers les urnes, assurer l'alternance. Ça va commencer par les communes en 2025. Après, ça sera au niveau du Parlement en 2030. Et in fine, en 2050, nous voulons réaliser le rêve togolais pour qu'il y ait le mieux-être pour l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est ce rêve que nous vendons aux Togolais. Les Togolais commencent par adhérer à cette logique, à cette philosophie. Et dans les années à venir, nous aurons les résultats à travers des victoires éclatantes et certaines. La campagne électorale prend fin donc le mardi prochain. Comment envisagez-vous la suite? La suite, nous continuons cette journée, c'est une journée de caravane des listes PDP sur l'ensemble du territoire. À partir de demain, nous repartons à la rencontre de nos concitoyens à travers les porte-à-porte qui nous permettent de parler directement à nos concitoyens. Et quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs togolais, notamment ceux encore indécis? Un message d'espoir, un message de rassemblement. Nous savons que vous avez des difficultés. Nous sommes partis sur le terrain, vous nous avez parlé. Vous nous avez parlé de vos problèmes de chômage. Vous nous avez parlé que vous ne croyez pas, vous ne croyez plus en rien. Et nous vous demandons de croire en nous. Vous nous avez parlé des problèmes d'assainissement. On va s'en occuper dès que nous serons élus. Vous nous avez parlé des problèmes de vos mamans, les femmes du marché,
Il faut qu'on trouve un système, au-delà du FNFI, un certain nombre de mécanismes qui puissent donner de l'argent public à nos concitoyens, aux jeunes, aux femmes, pour les maintenir dans nos communes. Et ce message a un écho favorable. Merci d'être passé sur notre plateau. Innocent Kagbara, sénateur et président national du PDP. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.